Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de PS Télévision. Vous êtes là dans le cadre de votre émission Magazine au Centre. Ici, nous faisons l'effort d'analyser les grandes lignes d'actualité. Ici, je suis déjà avec mes invités sur ces plateaux, mais une très bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, parce que vous nous suivez sur TNT, vous nous suivez sur Easy également, vous êtes en train de nous suivre sur Canal+. Notre fréquence est 349, vous nous suivez aux États-Unis, Canada, un peu partout dans le monde. On est en République démocratique du Congo, nous émettons à partir de Kinshasa, nous appelons PS TV, une chaîne de production. Sur ces plateaux, je suis avec Maître Joël Kitenge, lui qui est communicateur de l'Union Sacrée. Il est là avec nous. Maître Joël Kitenge, soyez le bienvenu. Merci de l'invitation. Salutations à mon co-débatteur, le manager Mathieu Takizala. Voilà. Également, de l'autre côté, nous avons la présence de Monsieur Mathieu Takizala. Il est DG de Spécial Autogarage. Il est avec nous, entrepreneur. Il nous vient également de la diaspora, mais ça fait un long moment. Il est ici à Kinshasa, en train de proposer les pistes de solutions pour que l'économie et l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo puissent relever la tête. Monsieur Mathieu Takizala, soyez le bienvenu. Je remercie TFM, vous savez, au centre des enjeux de la République démocratique du Congo. J'aime tant le titre de l'émission, au centre, parce que la République démocratique du Congo est dans un carrefour dangereux, surtout dans le terrain social et économique. Vous savez qu'à l'heure actuelle, le nombre de Congolais qui travaillent, c'est même pas 10%. Donc, ceux qui ont un compte en bas, 10% aussi, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que vous voyez la magie d'un entrepreneur, c'est vraiment révolutionner, échanger, faire de sorte que la République démocratique du Congo revienne, comme dans les années 50, où c'était qu'on appelait l'Europe des Noirs, l'autre la ville de Kinshasa, le Pôle-Ville. Et je remercie aussi un co-débatteur qui est en face. Maître Joël Kitenge. Donc, Monsieur Joël, c'est comme ça, merci. Voilà, également, dans quelques minutes, il y aura la présence de Maître Donald Kabasele qui fera son entrée ici, lui, il est de l'UDPS. Également, Maître Jonathan Mbele, lui qui est cadre également de la MOCA, très proche de Martin Faïlou et Mouzitou. Nous allons parler d'actualité. L'actualité aujourd'hui sélectionnée, affaire carte Visa. Quoi comprendre sur cette affaire? Ça tombe bien, nous avons un économiste sur ces plateaux, il va nous aider à comprendre réellement cette affaire et puis répondre aux questions très questionnantes, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et salive sur la place publique également. Et la deuxième thématique, nous allons parler de réformes électorales, des réformes électorales en République démocratique du Congo. Quelles sont les réformes efficaces que nous devons mettre en place pour éviter la crise électorale en 2023. Nous commençons par ces deux sujets, mais nous allons aussi glisser quelques questions pertinentes qui concernent l'actualité en général. Je commence par Monsieur Mathieu Takizala. Vous avez suivi des révélations terribles de ces derniers temps qui avaient quand même les anciens dignitaires de la République qui utilisaient les cartes Visa. Chaque fin du mois, l'argent entrait dans leur compte, 50 000 $, dans la matière qui concerne l'économie. Est-ce possible? On peut avoir des comptes noirs qui ne peuvent pas être tracés dans les budgets. Bon, vous savez, cher Delphin, la politique c'est la noblesse, la politique c'est la vision. La politique, on ne vient pas en politique pour avoir de l'argent, on vient en politique pour changer. En général, ce qui fait la politique, c'est ceux qui ont déjà reçu leur vie, socialement, professionnellement, et avec leur expertise qu'ils essayent de mettre sur l'espace public. Et en tant que monétariste, vous savez, la Banque centrale, on sait qui peut être titulaire, avoir un compte à la Banque centrale. La Banque centrale, ce sont les banques commerciales et puis les comptes de trésor public. C'est tout. Donc, un individu ne peut pas recevoir l'argent venant de la Banque centrale. Un individu ne peut pas recevoir l'argent venant. Ne peut pas recevoir l'argent venant de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale, ils le mettent avec les banques commerciales ou trésor public. Et nous, les individus, là où on peut être propriétaire de compte, c'est autour de banques commerciales. Si vous êtes commerçant, peut-être, vous pouvez collaborer avec des banques d'investissement. Or,
bizarrement, c'est phénomène que vous êtes en train de dire. Quand vous occupez, par exemple, une poste électif ou un mandat, logiquement, il y a des enveloppes budgétaires qui sont représentées. À part, par exemple, les députés, dans tout le pays du monde, nous voyons que les députés s'en occupent. Il y a des assistants parlementaires, il y a le frais, par exemple, des permanences d'un député, ainsi de suite. On le paye d'abord, c'est dit, et le dit de ceux qui sont des frais, et puis les assistants parlementaires. Et cette enveloppe doit être calculée budgétairement parlant, et autour du budget de l'Assemblée nationale. Mais bizarrement, aujourd'hui, vous voyez qu'on a l'habitude, on assimile plus la politique à l'argent en République démocratique du Congo. Et quand vous voyez depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, du côté de la politique congolaise, on parle toujours de l'histoire des millions qui s'échappent. Ok. Donc, le péché mortel que la République démocratique du Congo a fait, de ne pas créer un vrai système financier qui va être traçabilisé, qui surveille les uns et les autres. Parce que, comment on sait que, par exemple, mon compatriote avocat qui est en face, les avocats, je vois, qu'il y a des écarts d'enrichissement, surtout des comptes bancaires. Vous payez, on vous paye par exemple $1000, mais bizarrement, vous serez retrouvé avec propriétaire d'un immeuble de $2 millions sans crédit en banque. Et qui va peut permettre? Ce sont des gestionnaires des comptes. Mais quand vous regardez au début de cette émission, je vous ai dit que la République démocratique du Congo a choisi cette roue inverse. Ça signifie que les gens achètent en cash, tout se fait du cash flow sans traçabilité comptable ou financière. Cela devient vraiment de plus en plus un vrai problème. Or, même dans des pays développés, les comptes au noir, vous voyez, moi je viens de la France, vous allez voir que la France, la plupart des politiques qui ont été mêlées avec l'histoire d'argent, leurs carrières politiques ont été scellées. Non, vous avez un compte, il y a par exemple M. Carvier, qui a été ministre et débarqué au gouvernement parce qu'il avait des comptes non déclarés au fisc français qui était en Suisse. Ok. Or, ici chez nous, c'est logique qu'on voit sur l'espace public cet argent que vous parlez là. C'était quoi? Le frais d'émission, le salaire de ces gens. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a un flou. Voilà, merci. Qu'est-ce qui justifie cet argent? Merci, monsieur Mathieu Takizala. Je vous ai laissé suffisamment le temps parce que vous êtes également spécialiste dans ces domaines. Alors, Maître Joël Kitingé, je rappelle que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. L'affaire carte visa, quelle est votre compréhension d'abord de cette affaire? Est-ce que l'FCC a continué à entretenir cette manière de faire, une manière de faire saigner la caisse de l'État, ou également c'est l'État qui était faillible? Bon, merci. La question, elle est bonne. La thématique d'air choisie par vous, dès lors que ça fait débat, les Congolais s'interrogent. Comme à d'autres Congolais, politiciens soient-ils, acteurs de la société, s'il faut le dire en un seul mot, peuvent gérer un bien commun de cette façon. Ce qui revient à tout le Congolais. Le carte visa, non pas qu'on affecte cet argent à leur compte, ce sont les cartes visa qui sont liées au compte du trésor public. Il faut rectifier le mot. Ok. Les cartes visa liées au compte du trésor public, avec possibilité que ces détenteurs de ces cartes ont la possibilité de retirer sur les seuils maximum de $50 000 le mois. Dépasser 50 000, la carte ne peut plus prendre. Et à ce moment-là, cette pratique est installée de 2013 à 2021, soit 8 ans. Sous la gestion de Matata Ponyo. Soit 8 ans. Bon, ici, je ne voudrais pas d'abord indexer les individus, je voulais un peu dépersonnaliser les débats, qu'on réfléchisse en tant que Congolais. C'est un Congolais qui est le gardien du trésor. Puisqu'il faut que le public apprenne que le ministre ayant la finance dans sa gestion, c'est le gardien du trésor public. Et les dépenses, la gestion des dépenses, sorties et contrôle des dépenses de l'État est effectuée par le ministre ayant le budget dans ses attributions. Et à cet effet, le trésorier affecte le carte aux individus, animateurs des institutions soient-ils, où qu'ils soient,
C'est que moi je sais, des petites notions que moi j'ai apprises, lorsqu'il y a des finances publiques bien sûr, lorsqu'il y a un budget, lorsqu'il y a des départements que vous appelez ministère, des gens sont affectés dans tel ou autre service, il y a ce que nous appelons bon de demande. Les libellés, vous dites par exemple dans mon ministère, parce que déjà l'État a déjà prévu, le législateur a prévu pour l'exercice budgétaire annuel de 2000 terres à 2000 terres, on aura par exemple l'assiette de 7 milliards de dollars. Et ces 7 milliards seront répartis de cette façon, de cette manière. Quand le ministre, quand leur équipe, quand tout est en mouvement, donc le ministre ayant telle ou autre attribution dans sa responsabilité, il émet un bon de demande. Nous voulons aller à Lubumbashi, nous voulons aller à Kanyabayonga. Dans les Kanyabayonga, dans mes attributions, il y a ceci, il y a ceci. D'après le bureau d'études, on a estimé que cette dépense, le logement, tout, ça va nous coûter. Ça, c'est la logique. Mais qu'est-ce qui vous a laissé? Oui. Si nous ne partons pas de cette logique, oui, on ne comprendra pas les restes, on va répondre politique. Ok. On va répondre politique. Alors, qu'est-ce qui énerve? Parce que il y a Minago qui a dit on avait déjà désactivé sa carte depuis longtemps. Chadar dit qu'il n'a jamais utilisé cette carte. Mais apparemment, sur la place publique, vous, les communicateurs de l'Union Sacrée, vous indexez les autres d'avoir utilisé l'argent de l'État abusivement. C'est là où il y a le problème. Minago vous dit, Manuel Ramazan Sadari vous répond, mais les trésoriers sortants, donc le ministre ayant les trésors publics dans sa gestion, vous dit que c'est une pratique qui existait. Ceux qui critiquent, c'est puisqu'ils ne comprennent pas. Il renchérit. D'ailleurs, la carte la plus utilisée serait celle d'un des ministres de l'IDPS sortant aux affaires étrangères. Ça, c'est le gardien du trésor qui vous dit. Okay. Donc, qui contredit Chadar, qui contredit Minago. Et je voudrais, lui, qui a déjà été personnel de la Banque mondiale, qui m'explique à travers un État dans le monde, il n'y a plus le bon du trésor, il n'y a plus l'affectation d'un fonds pour tel besoin d'après le ministère qui doit être affecté, mais c'est le ministre lui-même qui a la carte et l'essaye. Mais nous connaissons tous, tout le monde a une swapping card, j'allais dire une carte électronique pour retirer l'argent. Lorsque vous retirez, il y a un petit papier qui ressort. Et vous allez justifier comment le ministère de budget, comment les dépenses ont été voilà, merci. Cet argent vous servent à faire quoi? Merci. Pour les besoins personnels ou pour les besoins de la gestion de votre portefeuille? Vous pensez qu'il y a des gens qui ont abusé de l'argent de l'État? Mais toutes ces personnes qui étaient détenteurs, c'est lui qui a initié même le système du Matat. Il n'est pas différent du diable lui-même. Merci. Puisque le diable a pour mission de détruire l'humanité. Merci. Et celui qui a initié une telle pratique n'est que fils du diable. Merci, je vais revenir vers vous. Maître Joël Kitenge, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. J'avais déjà annoncé au début de cette émission, il y aura la présence de Maître Jonathan Mbélé. Il est de la Mouka, très proche de Martin Faïlou et Mouzitou. Maître Jonathan, soyez le bienvenu. Merci, cher Dauphin. Voilà, l'actualité dominée par cette problématique de carte Visa. Quoi comprendre d'abord de cette affaire? Quelle est l'analyse de vous, la Mouka, par rapport à cette question? Merci, j'étais en train de présenter mes excuses pour ces retards. J'aimerais également que vous puissiez ajouter dans votre argumentaire, il ne s'agit pas des cartes Visa tout court, il s'agit des cartes Visa Infinity. Ok. Il y a une démarcation, je crois que ce n'est pas Mathieu qui va me contredire, parce que les cartes Visa, ce sont des cartes liées à l'international pour tout le monde. Moi j'ai ma carte Visa, je crois que les amis en ont aussi. Mais celui-là on l'appelle carte Visa Infinity. C'est pour dire que le mien est lié à une banque et que ces cartes détenues par ses anciens compatriotes, les anciens compatriotes de l'ancien régime, pour eux c'était plutôt lié à un compte spécial qui est la Banque centrale du Congo. C'est pourquoi on dit ici en langage, je ne sais pas si je vais appeler ça financière ou économique, lié au trésor. C'est ce qui est dit. Mais bien avant cela, il faut également dire 2 ou 3 petits mots avant d'analyser la question. En fait, la question de la détention de cartes, à vue su, on penserait qu'il s'agit là d'une orchestration ou d'une machination préparée et concoctée pour détourner l'argent de l'État. Mais lorsqu'on analyse la situation, lorsque l'on creuse, on comprend vite qu'il s'agit là d'une pratique qui n'est nullement l'apanage de Congolais ou du Congo. À l'étranger, cela est faisable,
mais avec une démarcation possible. Ok. C'est que ces cartes-là ont un budget spécifique et alloué. J'ai enquêté, je prends le cas du Gabon. Il y a principalement 3 personnes qui sont autorisées à avoir ces cartes. Primo, les responsables de la maison civile du chef de l'État. Deuxièmement, les ministres de Finances et puis le ministre des Affaires étrangères. Pourquoi ces 3 personnes? On justifie. Les responsables de la maison civile, ils dépendent entièrement de la présidence. Et il peut être buté à des dépenses exorbitantes. Ça veut dire que lorsqu'il vient pour acquérir de biens pour le compte de la présidence, dans le budget qui lui est alloué, il se trouve être épuisé. Il recourt à cette carte-là. On la nomme même caisse noire ailleurs. Ok. Pour faire recours. Et le ministre des Affaires étrangères, c'est celui qui donne l'accréditation. Oui, l'accréditation, bien sûr, et les lettres de créance aux ambassadeurs. Donc, quand il vous remet également une somme qui vous permet de vous déplacer. Et pour les ministres de l'Intérieur, il s'agit là de fonds spéciaux, notamment les financements des opérations de formation de militaires. Mais venons-en maintenant à la question de mon pays. Ok. Tous les ministères dans mon pays ont une caisse de réserve. Les comptables du ministère ne vont pas me contredire. Une caisse de réserve. Pouviez-ils nous dire, ou pouvons-ils nous dire aujourd'hui d'où proviennent ces fonds-là? Parce que dans le budget alloué au ministère, ces sommes-là n'est pas repris. Donc aujourd'hui, l'éclaircissement à apporter, c'est que d'abord la gestion de ces cartes-là n'est pas le fait que du Congo. Là, c'est un élément. Deuxièmement, les ministères qui les détiennent, moi je fustige du fait qu'il y en a de trop. On en a nommé plus de 7. Et moi j'estime que c'est trop. Pourquoi ne pas prendre 3 comme c'est le cas au Gabon? Et maintenant la question du circuit, c'est d'ailleurs ce que mon ami et frère Géry a tenté de donner ici. Les circuits de l'approvisionnement de cette carte. Et c'est là où moi je mal au cœur. Ok. Parce que j'ai un budget fragile. Quand un ministre doit avoir de fonds de plus que ce qu'il doit avoir, pour me permettre de bien gérer mes finances publiques, il faut les tracer. Et là, Mathieu nous a donné la chaîne des dépenses, en commençant par le bon, l'OPI et l'encaissement. Pour dire que quand vous payez, il y a une quittance et vous savez justifier. Mais on nous dit simplement qu'il peut faire des retraits à hauteur de 50 000 $. S'il faut multiplier 7 personnes qui retirent le mois 50 000 $, c'est une belle somme. Mais la question c'est, quand on octroie et quand on retire, parce qu'il y a de ceux-là dans le lot qui affirment haut et fort que les miens je n'ai jamais utilisé parce que j'étais sur les sanctions et je ne sais quoi d'autre. Est-ce que la Banque centrale ne peut pas recourir à tous ces banques partenaires? Parce qu'il faut le dire, au niveau de banque, il y a un circuit à l'international qui lie toutes les banques. Pour dire que est-ce que réellement, parce que si lui n'a pas utilisé, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer, y a-t-il pas un membre de sa famille qui s'est déplacé avec? Ce sont là des questions qu'il faille se poser. Voilà. Mais condamner à chaud la détention, c'est un problème. Merci. Et là, j'aimerais également poser une question. Parce qu'on me dit, d'après les sources que j'ai, au Gabon, c'est une loi votée au Parlement qui autorise ces cartes-là. Donc ici, il n'y a pas cette loi. Je suis en train d'enquêter. Ok. Je n'ai pas trouvé jusque-là. Moins encore un arrêté ou une ordonnance qui autorise la détention de cette carte. Merci, Maître Jonathan Mbele, vous êtes de la Mouka. Maître Donald Kabassély, vous êtes de l'UDPS, parti au pouvoir. L'affaire carte visa. Mais ce qui est quand même un peu étonnant, Madame la ministre honoraire, Marie Nzenzatumba, c'est elle plutôt qui a utilisé beaucoup, plus que même les gens du FCC. Votre analyse d'abord par rapport à ces problèmes. Merci beaucoup pour la parole. Je tiens effectivement à m'excuser auprès des téléspectateurs pour les retards. Avec des embouteillages par-ci, par-là. Ça ne m'a pas permis d'être là. Et les sauts de moutons? Non, les sauts de moutons
valablement soulager la circulation intéressante. Vous vous en doutiez il y a peu, mais au moins c'est un résultat. Je salue également tous les amis, les companélistes sur ce plateau. Et pour amorcer le sujet, j'ai besoin de dire à mon frère de la Mouka que Jonathan Bélé. il ne faut pas tomber dans le piège de M. Sélé à la Boulie. Il ne faut pas tomber dans son piège. Effectivement, il y a toute une machine qui est mise en place justement pour laver ces autorités qui sont citées dans cette histoire de carte visa. Ok. Une pratique qui est illégale, illégitime, qui ne repose sur aucun fondement. Et là, on va vous évoquer au Gabon comment ça se passe, on va vous évoquer, on va vous dire comment ça se passe aux États-Unis, on va vous donner tous les exemples du monde parce qu'ils ont besoin de justifier leur forfaiture. Leur forfaiture. Aujourd'hui, pourquoi on découvre ces cartes aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas découvert ces cartes il y a 2 ans? Ces cartes existent. Peut-être parce que c'était une pratique normale. Vous, l'UDPS, vous venez avec les sensationnels, en oubliant les principes même de l'économie, peut-être. Non, nous ne sommes pas dans le sensationnel. Nous, c'est le pragmatisme. Au lieu de trop parler, l'UDPS travaille. Le président de la République, c'est vrai qu'il a cessé d'appartenir à l'UDPS comme parti politique, mais il est le fruit de l'UDPS. Et vous voyez quelle dynamique il est en train d'implémenter dans cette société. Il y a quand même cette lueur d'espoir qu'il redonne au peuple congolais. Il y a des actions qu'il mène. Donc c'est pour dire qu'on ne vient pas avec du sensationnel. On vient avec du pragmatisme, on vient avec de concret. Vous avez vu que dans l'espace de seulement 1 mois, même pas 1 mois, le gouvernement qui est entré a doublé les réserves de change. Mais il fallait se poser une question, comment ils y sont parvenus? C'est-à-dire, il fallait d'abord que la lutte qui avait déjà été engagée contre le coulage de les détournements de deniers publics, avec tout le travail majestueux que fait l'IGF, l'institution générale de finances, avec le cours étudiant qui concourt à ce que cet état de droit se matérialise, eh bien, on est arrivé à étouffer les trous, à essayer de canaliser les recettes de l'État au point d'avoir ces réserves d'échange qui ont doublé. Mais entre autres raisons de ces coulages, il y avait ces cartes qui existent. Pour des gens qui ne sont même pas des chefs. Il y a ceux qui pensent que c'était un réseau mafieux. Voilà, par exemple, c'est un réseau tout à fait, on va dire, mafieux, avec beaucoup plus d'élégance, parce que simplement, c'est une pratique qui ne repose sur aucun texte. Je dis bien aucun. Mais votre ministre, quand même, de l'UDPS, utilisait quand même l'argent. Non, il faut pas. Elle avait cette carte, Je dis à mon ami de la Mouka de ne pas tomber dans le piège. C'est quoi le piège? Il est peut-être réel. Le piège, c'est légitimer la pratique que plus d'un Congolais récuse. Et le FCC, on sait qu'ils sont forts dans ça. Mais pourquoi la ministre Nzenza Toumba? Mais c'est faux, qui vous dit que c'est que... Elle ne pouvait pas réfuter cette carte si ce n'était pas légitime. Mon frère, regarde. Mais si cette carte est légitime et normale, pourquoi le ministre actuel de Finances va dire qu'il faut désactiver ces cartes? Mais si c'est légal, si ça devrait fonctionner comme ça, on a trouvé des choses, ça existe jusqu'aujourd'hui. On a trouvé le fonctionnement des institutions de la République, des ministères, jusqu'aujourd'hui ça fonctionne. Parce que c'est légal, parce que c'est légitime. Mais quand on récuse ça, vous pensez que l'IGF, en faisant un rapport sur ces cartes, l'IGF ne sait pas avoir des données qui lui permettent de dire que cette pratique elle est mafieuse? Vous savez combien ça fait perdre à la République? Mais plusieurs sommes d'argent. Mais parce qu'il y a des gens qui sont visés, qui savent que leur carrière politique en dépend. Ils mettent toute une machine de communication qui embourbe malheureusement mon ami de la Mouka. Merci. Et c'est qui peut d'ailleurs pousser le peuple congolais à penser que Martin Fayoulou, qu'il soutient, peut-être était en train de soutenir la démarche de ceux qui ont des cartes visa. Merci, maître Donald Kabasele. C'est qui, je le pense bien, ne pas les cas. Merci. Et donc, que ces amis-là ne nous trompent pas. Merci, je vais revenir C'est vers une vous. pratique illégale, illégitime. Ok, monsieur Il n'y a pas de raison pour Merci. justifier cette pratique. Merci, monsieur Donald Kabasele, vous êtes cadre de l'UDPS. Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes économiste de formation. Alors,
pour que la RDC aille de l'avant, qu'on ait une économie quand même à la taille de notre pays, est-ce qu'il faut commencer par quoi? Il faut boucher les trous, ou soit il faut changer notre système économique, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'apparemment l'argent de l'État est dilapidé par les individus. Bon, je vous ai toujours dit qu'il faut réformer la République démocratique du Congo, parce que sans la réforme sérieuse, les choses ne passeront pas. Et puis, il faut faire de sorte que nous puissions monter le nombre de Congolais qui travaillent à la fin du mois au bulletin de paye, parce qu'aujourd'hui, le mode d'expression de la plupart de nos compatriotes, c'est le débrouillardisme, c'est du bord informel, et cela ne peut pas faire monter la République démocratique du Congo en gamme. Et partout dans tout le pays du monde, ça signifie que le 30% qui crée 90% de l'emploi, c'est ce qu'on appelle le PME, le petite moyenne entreprise. Mais quand vous regardez le cas de figure des petites moyennes entreprises en République démocratique du Congo, sont en difficulté tous presque. Parce que la plupart n'ont même pas le financement, les 50 000 que vous parlez, il y a beaucoup de patrons de PME qui aimeraient mieux avoir ces 50 000 pour avoir du cash flow, pour créer des emplois, mais 50 000 qui partent, c'est pas normal. La plupart de ces entreprises n'ont ni le financement, ni le marché. Et il y a des dispositions constitutionnelles, cher Delphin, qui dit que le commerce de détail devait être réservé aux titulaires de passeports congolais. Mais jusqu'à aujourd'hui, même la mise en application de ces textes de loi est vraiment de plus en plus difficile. Mais on est dans l'état de droit. Est-ce que vous ne sentez pas l'effort de notre gouvernement? Ça fait des enquêtes. Au lieu que les 50 000 partent dans le compte des gens, mais il faut que ces 50 000 qu'on renforce même les inspecteurs qui vont commencer à contrôler ce qui devait être fournisseur ou grossiste qui fait aujourd'hui le détail à travers la République démocratique du Congo. Ce qui devait être le vendeur de friperie qui revend le véhicule en République démocratique du Congo, au lieu de contrôler ces gens-là et sanctionner sévèrement les gens qui respectent pas le texte de loi de la République démocratique du Congo, que de donner aux gens de l'argent, mais pendant ce temps, nous sommes en difficulté. Je vous rappelle ici qu'il y a un chef de l'État français et que sa femme a essayé d'utiliser la carte bleue de l'Élysée pour un restaurant. Le fisc a dit rembourser l'argent. Aujourd'hui, on demande si c'est vraiment réel que ces compatriotes ont utilisé de l'argent, ils ont des immeubles, c'est au trésor public de confisquer les immeubles de ces gens-là. Ça, ce n'est pas une manière d'éliminer les challengers importants en 2023. On pense qu'il y a une politique mise en place. Mon compatriote, l'argent commun qu'on appelle trésor public, on ne peut pas zanzarder avec ça. Il faut être ferme. Parce que nous sommes en difficulté. Je vous rappelle encore qu'il y a un ancien premier ministre français qui est allé regarder le match de football de Barcelone en utilisant l'appareil de la République. On l'a obligé de rembourser l'argent. Parce que la mission que le monsieur a effectuée, ce n'était pas une mission de service, loisir pour lui. Et il était obligé de rembourser. C'est comme ça que les choses doivent se passer ici. Parce qu'il ne faut pas faire confusion entre votre salaire en tant que responsable d'une organisation de l'argent commun. Parce que logiquement, lorsqu'on vote la loi de finances, qu'on appelle le budget, chaque département ministériel, on l'affecte des moyens. Et c'est autour de ces moyens que le chef de département doit commencer à exécuter leur façon de fonctionner. On ne peut pas avoir un budget et d'un côté vous avez encore l'autre source. Pendant ce temps, la difficulté de la République démocratique du Congo, c'est quoi? L'inoccupation de sa masse. Aujourd'hui, la plupart des sociétés, nous ne contrôlons pas l'économie. L'économie, on met de qui? Mais cet argent n'avons pas de visa peut permettre aux challengers congolais entrepreneurs d'être concurrents de ces groupes étrangers qui s'imposent et qui partagent avec personne. Aujourd'hui, dans tout le pays du monde, lorsqu'un régime arrive, si le chef de l'État a 500 collaborateurs, les 250 doivent être de chefs d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise va permettre au chef de l'État de créer de la valeur. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous devons créer de plus en plus de la valeur et créer des emplois. Il y a plus de chômeurs en République démocratique. Mais entre les discours de campagne du chef de l'État et la réalité en place, est-ce que vous sentez l'accompagnement? Parce qu'il avait dit qu'il fera des Congolais les millionnaires et voilà. Est-ce que vous sentez cela? Vous sentez cet accompagnement? Delphin, nous sommes en République démocratique du Congo. 6 décennies d'Iran. Le président Tshisekedi est arrivé en 2018 avec un gouvernement de coalition. Ou un monsieur qui était élu président de la République, mais qui n'avait pas de majorité dans les 2 chambres. Ça signifie qu'il y a eu des alliances politiques. Au début, c'était quoi? C'était parce
comment fait-il qu'on peut fusionner les deux élections majeures, législatives et présidentielles? Cela a fait manquer à la République démocratique du Congo presque 7 mois pour avoir un gouvernement. Donc aujourd'hui, toutes les forces politiques qui ont eu à participer aux élections de 2018, qui étaient au gouvernement, il faut chacun, la part de sa responsabilité doit être sur l'espace public. Merci. Monsieur Joël Kitingue, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée. Vous devez plutôt prêcher par exemple parce que vous êtes venu dans le gouvernement pour changer les choses. Mais apparemment, c'est l'IDPS qui plonge dans de mêmes pratiques. Si c'est là, c'est des mauvaises pratiques. Marine Nzenzatumba, elle aussi, elle a utilisé cet argent. Elle s'est fait une santé économique. En écoutant Maître Donald Kabassé, la pratique ne respectait même pas la loi de l'arrivée. Pourquoi elle n'avait pas dénoncé? Écoutez, je ne sais pas si vous estimez que Sélé Yanagouli, c'est un pasteur ou un prophète, encore que sa parole sont des paroles de l'évangile. Ça, c'est un élément. Ce n'est que parole d'un présumé coupable, mais qui plaide son innocence en voulant chercher une autre personne pour qu'il se noie ensemble. Mais Maître Jonathan, vous dites que la pratique se fait un peu partout. J'allais y revenir, laissez-moi le temps de développer. Okay. La pratique, je n'ai pas attendu qu'il fait allusion partout. Et ce que j'ai aimé à mon confrère Jonathan, c'est de vouloir dire que ce qui est fait au Japon, au Gabon, j'allais dire, a été voté par une loi au Parlement. Ça veut dire que la pratique est soutenue par de bases légales. Il est juriste, il est praticien, non seulement juriste. Lorsqu'il y a une pratique qui s'installe, peu importe le gouvernement au sommet de l'État dans un système, que le législateur congolais n'a pas encore réservé une case, ça veut dire des textes, un cadre et des lois bien spécifiques pour dire qui a droit, qui ne l'est pas. Celui qui l'institue, ça s'appelle anarchie, ça s'appelle fraude, ça s'appelle un mécanisme de détournement, puisque tout ce qu'on doit faire, un comportement, ne peut être érigé en infraction si le législateur n'a pas pensé que tel acte ou tel comportement serait puni de telle ou autre manière. Et à ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas une loi, il n'y a pas de peine. Mais ici, cette pratique a comme fondement quelle base légale? J'ai entendu vous disiez abusivement fait allusion aux 7 personnes, mais non, c'est 32. C'est 32 personnes d'après le rapport de l'IGF. Et dans ces 32 personnes, il n'y a que 8 et 9 qui ont été membres du gouvernement. Les autres, ce sont, que je peux me qualifier, des individus. Les gens qui n'ont pas qualité. Je prends un cas de figure pour ne focaliser que sur Barnabé Kikayabune Karoubi. Ok. Le qui du point de vue des institutions, puisque l'institution présidence de la République n'existe pas. Il y a l'institution président et la présidence, c'est le cabinet du président. Et dans le membre du cabinet, nous trouvons toutes sortes d'individus qui est chapeauté par les directeurs de cabinet. C'est ça le bureau du président de la République qu'on appelle présidence de la République. Mais l'institution en tant que telle, c'est le président. Mais on trouve un citoyen du cabinet, un agent du cabinet du président de la République détenteur de cette carte. Même quand il conseille le président, vous imaginez, vous êtes dans quelle planète? Comment justifierez-vous que Barnabé, membre du cabinet de l'ex-président, le détient? Ça, c'est deux. Lorsque Sélé Yanagouli vous fait allusion, sachant que cette pratique a été initiée par son mentor, celui qui l'a parrainé et celui qui l'a amené dans tout là où il est, Sélé Yanagouli est magatiste. Il y en a une liste, je ne suis pas là pour développer là-dedans. Lorsqu'il a compris que ceux qui étaient ministres ne le sont plus, qu'est-ce qui lui a empêché de désactiver ces cartes? Et ces individus ont continué à utiliser ces cartes tout en n'ayant aucune responsabilité dans la gestion de la chose publique. Voilà là où est, dans le chef de ces personnes-là, le détournement. Mais vous ne répondez pas à ma question. Marine Nzenzatumba devait plutôt dénoncer parce que la pratique est illégale. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Elle est de l'UDPS, donc l'Union Sacrée. Je suis en train de vous dire ceci. Si vous pensez que l'IDPS a donné et il a fait un combat pour soutenir les antivaleurs, vous vous trompez. Il n'y a aucun parti en République démocratique du Congo qui peut tonner sur ses mandataires, sur ses membres et les dénoncer comme le font le Parlement debout tous les jours. Et l'IDPS ne soutient personne qui se mixe
ou qui soit dans la pratique, qui ne fondent pas la philosophie et les combats du docteur Etienne Tshisekedi. Donc, s'il y aura des procès, Marie Toumba va aussi se retrouver devant là-bas. Et qu'elle est dans ça. Je voudrais que vous m'aidiez un peu à placer un mot. Vous pouvez accorder à mes co-débatteurs cela. Chaque ministère a un frais de fonctionnement. Tous les vice-premiers ministres par mois, ils ont 125 millions de francs congolais de frais de fonctionnement. Le ministre tout court ont 800 millions. Les vice-ministres, ils ont 400 millions de francs congolais et la primature a 250 millions de francs congolais le mois. Donc c'est des chiffres fiables. Ce n'est pas vos incantations. Si vous trouvez quelqu'un pour me dire le contraire, qu'il me dise. Je fais partie d'un cabinet. Je le dis et je précise bien. Le co-débatteur que je respecte beaucoup, mon confrère de la Mouka, se souviendra que cette pratique a été faite appel lors de la Mouka qui a été Premier ministre, non seulement Premier ministre, mais un ex-inspecteur aux finances. Pourquoi dit-on de Mouzi que cette pratique n'a pas eu domicile comme ce fut le temps de Matata? Quelle est la raison de se faire et maintenant cet argent-là, les 50 000, pourquoi on n'a pas affecté ces cartes au compte du réserve dont tu l'as fait question des comptables de chaque ministère, mais on l'a fait du compte direct du trésor, hormis le frais qui est affecté pour le fonctionnement de chaque ministère par mois. Donc il y avait l'ambition de nuire. Pas ambition de nuire, mais c'est un détournement, et je suis d'accord avec mon compatriote Takizala, qui ces gens-là doivent répondre à la justice, et le bien meuble et immeuble que ces personnes détiennent doivent être confisqués pour le besoin du trésor public. Donc ça ne serait pas de l'acharnement comme il y a... qui vient de vous la faire Merci. Par l'IDPS que vous avez découvert. Espérons que ce n'est pas l'acharnement contre le Challenger de 2023. Nous allons parler de ce deuxième sujet. Maître Jonathan Mbele, je rappelle que vous êtes de la Mouka. Monsieur Donald vous dit il ne faut pas tomber dans les pièges de Célia Lagouni. Il ne faut pas légaliser ce qui n'est pas légal, mais plutôt vous devez réfléchir dans le sens d'aider la République d'aller de l'avant. Pourquoi vous, la Mouka, vous tirez même sur les choses qui ne sont pas vraies? Merci, cher Delphin. Déjà, je crois qu'il y a des compatriotes avec qui j'ai l'habitude de débattre ici. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des débats sur les vides. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des débats sur des individus. Je n'ai pas trop l'habitude d'être présent lorsqu'on fait les Djalelo. Je viens avec deux éléments. Voilà pourquoi j'exige de vous, chaque fois que vous m'invitez, de me donner la thématique avant. C'est sur pied de cela que je viens ici. Je vous avais envoyé ça. Voilà. En lieu et place de répondre sur deux questions clés et précises posées, on nous dit ici que l'IDPS travaille. L'IDPS est dans la bonne gouvernance. Triplage et la réserve. Du déjà entendu, du déjà vu. Les éléments clés et probants. L'IDPS travaille. Aujourd'hui, les rapports de Transparency International de mois de mai révèlent que nous avons gagné des places de plus dans les lots des pays les plus corrompus du monde. Transparency International a vérifié sur Internet ou sur les sites officiels de Transparency. L'IDPS travaille. Aujourd'hui, les hauts commissariats des Nations Unies sur les réfugiés confirment qu'il y a plus de 6 millions de réfugiés internes. L'IDPS travaille. Aujourd'hui, les Kasaï se vident par la famine. L'UDPS travaille. Aujourd'hui, nous pouvons nous affirmer que dans le passé, on a géré dans la médiocrité, mais on vient, on trouve les conseillers, les salaires en triple. On prend les DIRCAB qui jadis avaient les rangs des directeurs de l'administration publique, on l'amène au rang de vice-premier ministre. Imaginez les avantages et tout ce qui court après. J'ai donné ici des éléments clairs, probants et nets. Et je l'ai dit ici, il y a des images qui ailleurs, c'est soutenu par des textes. Mais ici, il n'y a pas de texte. Et pourquoi ailleurs on l'instigue? Parce que les concernés peuvent se retrouver à l'étranger et que les frais d'émission sont épuisés. Mais qui doivent continuer la mission. Ou ils doivent bénéficier d'une prolongation. Que faire? Écrire au pays pour qu'il y ait un transfert via les comptes SWIFT. Et le ministre devait sortir la nuit pour aller retirer. La nuit, les banques travaillent. Voilà pourquoi ailleurs, on autorise cela.
Comme une mesure préventive. Deuxième élément. Ok. Ces cartes ne sont nullement utilisées en interne. C'est seulement en international. Donc c'est tellement facile de retracer tous ces dignitaires-là au travers de leur voyage. Vérifier si ces voyages-là étaient officiels et s'ils ont fait combien de retraits. J'ai dit ici même pour Chadar, ici, lui dit qu'il n'a pas utilisé. Peut-être qu'il a légué la carte à quelqu'un. Donc vous n'appuyez pas. Je Vous donnez plutôt la lumière. Je ne suis pas venu ici pour appuyer. Ok. J'ai parlé de caisse noire des ministères. On ne m'a pas contredit. C'est pour dire que ça existe. Mais la question clé pour laquelle nous devons nous poser, c'est le soutènement juridique. Qu'est-ce qui est la base sur laquelle est assis ces cartes Infinity, Visa Infinity? C'est en fait ça la question. Et mon ami Jerry l'a dit. S'il n'y a pas de soutènement, nous croirons en quoi? Ça sera clair, le paiement de l'indu au nom et pour les comptes de l'État. Et pour ça, il y a des gens qui doivent répondre. Venons à votre question maintenant. Maître Jerry a dit encore ici, Maître Joël Kitenge. et Joël, que l'UDPS est parmi les partis qui interpellent le plus, prévenait le Parlement debout. Je suis curieux de savoir quelle est la place des parlements debout dans les statuts de l'UDPS que j'ai avec moi dans mon téléphone. Est-ce que le Parlement debout est un organe dans l'UDPS? Est-ce que c'est une branche dans l'UDPS? C'est là toutes des questions clés. Et Teni Longondo, il y a un rapport de l'UGF sur lui. Avez-vous vu ne serait-ce une correspondance du directoire de la partie? Ne serait-ce qu'une correspondance? Un silence. Des cimetières. Où devons-nous nous asseoir? C'est là la question. Mais venons au deuxième sujet, si vous pouvez me le rappeler encore. Je vais revenir au deuxième sujet. Restons d'abord sur le premier. Maître Donald Kabasele, avant que nous puissions passer au deuxième sujet. Pourquoi vous, l'UDPS, apparemment, vous acharnez trop sur les gens? Vous faites sortir des dossiers, peut-être qu'on peut traiter à l'interne, une manière de discréditer les autres du moment que les affaires de l'État. Il y a une manière de traiter. Vous pouvez me donner l'exemple de ce que vous dites? Au lieu de traiter interne, on fait quoi? J'ai pas compris la question. Trop de dossiers, l'IGF devient, c'est comme si une presse de la présidence, trop de dénonciations du moment qu'il y a des canons. Je comprends que vous parlez de l'IGF, mais parce que vous êtes emballé par mon ami Je ne suis pas emballé, mais je vous pose la question, maître Donald. qui parle de l'UDPS. Vous savez, quand vous posez la question sur l'UDPS, eh bien, laissez-moi répondre comme cadre à l'UDPS. Vous n'allez pas me poser des questions, vous parlez de l'UDPS comme on parlerait d'un parti, je ne sais pas comment, et puis moi je vous laisse partir, pas du tout. Et quand je défends, je parle de l'UDPS, de ce que l'UDPS a fait, ce n'est pas un Djalilo. On n'a pas de taille de faire du Djalilo, on a une tête qui tourne. On a une tête qui tourne. Je ne veux pas entrer dans les débats que l'ami veut m'amener à faire, des débats de caniveau. Non, pas du tout. Je sais, je fais un effort qu'on élève le débat. D'abord, j'informe à l'ami que le directeur du cabinet du président de la République n'avait pas le rang de directeur de l'administration. Il avait le rang du ministre d'État. Ok. Vraiment, Très important. Et aujourd'hui, lui-même d'ailleurs, le directeur de cabinet à l'époque, c'était Vital Kamere. Il avait dit que ça ne veut plus au président de la République, qui le fait sûrement par ordonnance, qui a essayé d'équilibrer la fonction de gens par rapport à un standard qui devrait exister. Une référence. C'était à l'époque une ordonnance aussi qui avait fait d'un directeur de cabinet, qu'un directeur de cabinet plutôt ait le rang d'un ministre d'État. C'était une ordonnance. Et vous savez les rôles que joue un directeur de cabinet dans le régime qui est le nôtre, dans le régime politique en République démocratique du Congo. Voyez-vous, ce sont des gens qui sont en proie à beaucoup trop de choses. Il fallait savoir que ces gens, ils doivent être traités d'une certaine manière. Et ce n'est pas un péché. Ça n'a jamais été un péché pour qu'on paye bien un conseiller du président de la République, qu'on paye bien un ministre.
Mais il y a quand même les enseignants qui cherchent l'argent, mais vous privilégiez ceux qui en ont déjà beaucoup. Si vous voulez faire le chaise de valeur, vous ne me donnerez pas de chiffres dans n'importe quel gouvernement de notre pays où vous trouverez un enseignant qui a un salaire égal à un ministre. De tout le temps, il y a toujours un ministre qui a un salaire, l'enseignant a moins que le ministre. Vous ne me donnerez pas une référence où vous direz que pendant tel régime, l'enseignant avait 200 $ et le ministre en avait 200. Pas du tout. Vous irez partout dans le monde, vous trouverez que quand on est ministre, on a un certain traitement, que quand on est fonctionnaire, on a un certain traitement, et quand vous comparez les deux, vous n'arriverez pas à une situation égalitaire. Il y a toujours ces surplices. Ce n'est pas moi qui ai créé ça, ça existe. Justement, en tenant compte des fonctions que les gens occupent. Mais mon ami m'a dit ici, aujourd'hui il y a 6 millions de réfugiés. Hier il y en avait combien? T'as pas dit? Et c'est sciemment qu'il le fait. Mais on peut parler de l'eau, de l'électricité, de tout ce que vous voulez. Hier il y en avait combien? Il dit le Kasaï c'est vide. Il n'y a pas que le Kasaï. Je t'informe. Le Bandundu aussi c'est vide. Les gens viennent à Kinshasa, l'exode rural, c'est pas l'IDPS qui a créé ça à bon sens. Donc pour vous, si quelqu'un quitte Kisangani dans le fin fond, il vient à Kinshasa, il ne vient que nécessairement parce qu'il y a galère. Je suis bien d'accord que pour moult raisons, les gens se déplacent. Les Congolais sont des Congolais, ils peuvent se déplacer partout. Ce n'est pas une question de misère. Pas du tout. Okay. Aujourd'hui, on doit retenir ceci. 30 secondes. Et c'est très important. Non, pas 30 secondes, c'est trop peu. S'il te plaît. Retenons aujourd'hui que on lutte contre la corruption. Et vous savez qu'on lutte contre la corruption dans ce pays. Ça fait 20 ans, on n'a jamais connu un procès sérieux sur la corruption. Un ministre comparaître devant un magistrat. Vous êtes avocat. Un directeur général d'une entreprise comparaître devant un magistrat dans son bureau comme ça, sortir. Ça n'a pas existé. C'est pour autant dire qu'il n'y avait pas de corruption avant. C'est maintenant qu'on fait la chasse aux corrompus que la corruption naît aujourd'hui. Mais le pays ne perd. Vous ne cessez de nous dire. Finalement, j'arrête de comprendre les opposants. Oh, je regrette d'ailleurs souvent que quand on a quitté l'opposition, on n'a pas créé, on n'a pas eu le temps de créer une opposition qui devrait nous remplacer. Mais ce qu'ils font, c'est une honte. Mais vous dites, on doit lutter contre la corruption. Quand on lutte contre la corruption, ça devient de l'acharnement. Ça devient de la justice sélective. Mais vous voulez quoi, monsieur? Vous voulez quoi? Merci, maître de aujourd'hui, je veux s'il te plaît, aujourd'hui, 5 secondes. On veut bien qu'on sache qu'est-ce que les autres ont fait et qu'est-ce que nous on fait aujourd'hui. Merci. Mais quand on va atteindre les gens qui ont géré, qui sont avec eux dans la Mouka, quand le parquet arrivera peut-être à leur poser des questions, ils seront le premier à venir ici sur de plateau. Merci. Crier à qui veut les entendre. Merci. Il y a de l'acharnement. On veut nous écarter, on veut tout ça. Mosito a dit il était parmi les premiers. Je suis en train de finir en disant que aujourd'hui, nos enfants étudient gratuitement. Pourquoi on n'applaudit pas? C'est l'œuvre de l'UDPS. Merci. Je vais revenir vers vous. Je voulais tout simplement dire que Mosito, je l'avais suivi, il avait dit sa gestion, c'était la gestion la plus meilleure de la République. Il fait partie des meilleurs premiers ministres de la République. Mais M. Mathieu Takizala, la deuxième thématique, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la crise électorale en 2023? Quelles sont les bonnes réformes à mettre sur la place? La Mouka propose, l'UDPS propose, Noël Chani propose, tout le monde propose. Vous, les entrepreneurs également, vous aussi proposez, parce que nous voulons que le pays soit en paix afin que l'économie tourne. Delphin, vous savez, quand on regarde tout le pays du monde, de toutes les façons, le grand salaire, ce ne sont pas des politiques. Un État qui fonctionne, logiquement, ce qui touche plus, c'est des hommes qui sont dans la création de la valeur, la création de richesse. Quand vous allez dans toutes les grandes démocraties du monde, les États-Unis, la France, l'Allemagne, ainsi de suite, vous allez voir que les gens qui touchent, ce sont des chercheurs, ce sont des entrepreneurs, des actionnaires, et qui créent de la valeur pour leurs États, et c'est eux qui ont de gros salaires. Et même les hommes des spectacles. La République démocratique du Congo a choisi une autoroute qui est
nulle part au monde, hein, où les grands salaires en République démocratique du Congo. Je vous informe qu'à l'heure actuelle, si vous allez sur la place de ma campagne ou GB, au Mont-Fléry, si vous trouvez un agriculteur congolais qui est propriétaire d'un villa là-bas, venez me voir. Donc l'écosystème est absent. Or, l'autre fois, quand les autres secteurs de la vie, comment on peut montrer à la population locale que pour réussir, il faut être uniquement politicien? L'autre fois, ici dans ce pays, on a eu un menuisier industriel qui avait des villas et qui était partout. L'autre fois, vous le recevez tous les jours ici. C'est un commerçant, M. Mogia. Gabriel Mogia. Ah oui, il a des villas partout ici. Mais pourquoi la continuité n'est pas là? Pourquoi il n'y a plus la continuité? Pourquoi la réussite doit être uniquement, il faut occuper des postes ministériels? Ça a un grand fossé en République démocratique du Congo. Pourquoi les entrepreneurs congolais n'est pas soutenus? C'est ridicule. Pourquoi ils n'ont pas de contrat? Pourquoi ils ne sont pas financés? Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez déjà vu un entrepreneur congolais qu'on le poursuit ici, qu'il a volé, il a fait ça. Il détourne. Ce pauvre monsieur. Mais l'FPI existe quand même. Mais l'FPI, mon frère, là-bas encore c'est une Pandore noire, boîte noire. Ou si on ouvre à ce moment, beaucoup de gens vont se suicider, mon frère. Je t'ai dit. Ah oui, je t'ai dit. Les gens qui paient de grands sacrifices pour la République démocratique du Congo. Des risques qui quittent des nations, qui viennent ici pour donner un sens. Sans reconnaissance ici. Vous avez déjà vu un ministre ici qui mange avec des entrepreneurs. Vous avez vu? Vous êtes journaliste, dites-moi non? Alors, quelles sont les réformes? Les entrepreneurs, c'est ce qui se fait dans quelles sont les réformes importantes alors à faire? Logiquement, okay. Les élections dans des pays normaux, on regarde d'abord la graphique sociale de l'État. Et la graphique sociale, c'est fait avec les autres acteurs. Vous allez voir que celui qui veut réussir doit chercher d'abord à convaincre le patronat de son pays. Parce que c'est avec ses alliés qu'il va créer de la valeur. Mais dans ce pays, vous avez déjà vu une université d'été où les candidats en période électorale vont chercher à séduire le patron. Le patron ici, ce sont les marchepieds. Le prévenu, vous voyez que la charpente qui devait nous aider, qu'on appelle les entreprises de portefeuille, a toujours été politisée ici. Comme pépinière, on va aller chercher quelque chose. Pendant ce temps, le taux de chômage ne nous permet pas à être un État attractif. C'est ça le vrai problème. Ça signifie qu'aujourd'hui, si nous voulons que la République revienne une République noble, comme je vous ai dit qu'un menuisier industriel qui était ami des ministres, aujourd'hui ça s'est fait pire. Ça s'est fait pire. Qui a créé de l'emploi, qui a créé la valeur. Aujourd'hui, nous disons au président Tshisekedi, il faut changer la façon de faire en République démocratique du Congo. C'est pas normal qu'aujourd'hui, c'est toujours le même qui ont droit au contrat, qui ont droit au chapitre, qui visitent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci. Monsieur Joël Kitenge, vous êtes communicateur de l'Union Sacrée, le chef de l'État veut le changement. Alors, nous devons aller aux réformes, parce que lui-même souhaite des réformes. Quelles sont les réformes qui vont relever ces pays, une manière que le Congo puisse redevenir les géants de l'Afrique, du côté des élections et dans d'autres secteurs, pour quand même que le Congolais ait au moins de la valeur? Non, merci exactement que vous avez fait preuve de précision parlant des réformes, mais néanmoins, dans un seul secteur, celui d'organisation des élections, il faut rappeler de manière sommaire, bien avant que je ramasse certaines choses qui me nécessitent un balai, qui ont été dites ici au plateau. Les réformes électorales, il y a une loi qui n'ont pas été proposées par l'IDPS. C'est par l'honorable, actuellement ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Lapala. Et cette loi fait l'objet des débats des différents députés, même ceux qui ne siègent pas, mais qui siègent par leur suppléant de Lukunga, de Kikwiti, sont au Parlement, sont participés dans ces débats. Vous parlez des suppliants de Faïlou et Mouzitou? Okay. Sont dans ces débats-là. Et les débats a évolué, on a remis la loi à la commission PAJ, la commission a fini son travail et la loi a été remise. Ça ne reste que les dernières étapes qu'on appelle l'adoption d'article par article afin une seconde lecture au Parlement. D'ailleurs, ceci voudrait dire que l'IDPS n'a aucune intention, soit qu'est-ce que vous appelez glissement ou tenter de se maintenir si ceci n'est pas le cas. Du point de vue des confessions religieuses, les candidatures au sein des différentes confessions, pas du point de vue de la CIME,
ont été réceptionnés. Des candidats, de figures importantes et pouvant. Et il y a une innovation, par exemple. Deux innovations que je vais analyser. Par exemple, il y a des franges de l'opposition. Il y a de l'opposition pro-Martin Fayoulou. Il y a cette opposition qui sont avec M. Kabila, donc l'FCC opposition, qui sont avec M. Kabila. Les débats étaient, étant donné que le rapporteur de la CENI est ici durant de l'opposition. On a imaginé que si tel est le cas, alors qui du camp de Kabila ou de Martin Fayoul occuperait le poste du rapporteur de la CENI? Et on a réfléchi, par exemple la commission PAJ, qu'il faut créer un nouveau poste, le deuxième vice-président de la CENI, qui celui-là viendra aussi du rang de l'opposition. Qu'à ce niveau qui est l'équilibre, soit les défenses de l'opposition, qui certainement peuvent ou ne pas composer, ça dépend idéologiquement s'ils peuvent le faire, peuvent avoir deux représentants, dont un vice-président, ce qui n'a pas été le cas quand nous débattions dans l'opposition où on cherchait les sélections. C'est une manière de créer l'équilibre maintenant. L'équilibre, de comprendre pour que personne ne vienne dire je n'ai pas été là, je n'ai pas vu, je n'ai pas assisté. C'est une innovation. Et beaucoup d'autres innovations sur, par exemple, les suppléants. Le suppléant était, c'est soit son épouse, son évêque, son frère, son petit frère, ainsi de suite. Maintenant, on a essayé de délimiter que le suppléant ne peut être membre de la famille du candidat, ni épouse, ni autre, de manière claire et explicite. Et beaucoup d'autres innovations, vous voyez que c'est une loi avec plusieurs articles. Mais bien évidemment, à ce niveau, nous pensons que chez nous, il y en a trois dans ce plateau, hormis notre compatriote qui lui est économiste, nous sommes tous des praticiens de droit, que ce soit Maître Kabasele ou Maître Jonathan. Maître Jonathan, tous nous pratiquons le droit. Et en termes de textes, certainement il y a un certain nombre de domaines qui n'est pas encore régulé, où il n'y a pas de textes régulateurs dans ce secteur, mais on en a énormément de textes qui souffrent d'applicabilité. Pensez-vous que l'organisation des élections c'est une affaire de textes et que vous qualifiez de réforme, ou c'est une affaire de personnes pouvant animer cette structure? Donc vous pensez qu'avec la loi Lutundula, donc cette loi va permettre qu'il y ait les bonnes élections pour qu'il n'y ait pas les tensions en 2023? Les bonnes élections à travers le monde, elles n'existent pas. Merci. Voilà, Maître Jonathan Mbele, vous êtes de la Mouka. La Mouka aussi a proposé sa manière des réformes. Vous souhaitez même que la présidente de la CENI soit une présidence rotative. Vous êtes quand même satisfait de la loi de Lutundula parce qu'à l'époque, il était dans l'opposition avec vous. Vous soutenez cette loi? Merci, cher Delphin. Heureusement que Maître Joël vous l'a dit, qu'il fallait retirer que l'UDPS n'a pas proposé en matière de réforme de la CENI. Peut-être qu'ils proposeront pour la loi électorale. J'étais avec le professeur Chilumba ici, voilà, il m'avait montré un document que l'UDPS a eu à pondre des réflexions. Ce document-là, c'est lui, les détient. Bon, en fait, si moi, avec l'autorisation de Maître Jonathan et vous également, que l'UDPS attendait de piter au Parlement. Les débats et au Parlement, et l'UDPS a participé sensiblement dans cette... Maître Jonathan, évoluez. Merci, cher frère, je vous serai gré que vous me laissiez utiliser mon temps d'antenne. Je disais ici que cher Delphin a dit que les plateformes ont proposé. Il a cité la Mouka, il a cité Ensemble, il a cité UDPS. C'est pourquoi je lui ai dit que pour la loi sur la CENI, il devait enlever que l'UDPS a proposé. Et également à vous, bon, je comprends que peut-être avec les charges au ministère, vous avez oublié, il n'est point question pour le moment de parler de la loi électorale. Donc la question de suppléant, c'est dans la loi électorale. C'est qui est une proposition de l'honorable Deli Sanga. Donc je crois que peut-être un lapsus est venu. Je vais maintenant aborder la question de réforme. Votre question, elle est claire. Quelles sont les meilleures réformes? C'est ça votre phrase. Mais avant cela, j'ai entendu dire d'équilibrage de postes, de collaborateurs. Mais dans l'entretemps, il n'y a pas équilibrage des salaires dans la fonction publique. Il n'y a pas équilibrage de l'accès aux finances par les entrepreneurs. Donc seule une catégorie de personnes doit bénéficier de tous ces avantages-là. Nous concédons. Ils ont lutté pour le ventre d'abord, nous applaudissons. Nous luttons contre la corruption, oui. Quand on prend les responsables de la cellule qui est censée lutter contre la corruption et ses collaborateurs en plein caméra dans une banque, oui. Nous comprenons que vous luttez contre la corruption. Car grâce à vous, nous avons gagné 2 places de plus dans le rapport de Transparency International comme le pays le plus corrompu au monde. Nous applaudissons. Le meilleur réforme. Voilà ce que je vais proposer moi. Et cela fait partie des propositions faites par ma famille politique. Nous avons dit qu'il fallait d'abord
touché principalement 3 axes de réforme pour les meilleures élections. 1. Les réformes pour la CENI. 2. La loi électorale. Troisièmement, nous pouvions venir pour la révision de la Constitution. Je touche le point par point. La réforme de la loi électorale. Pourquoi? Parce que cette loi électorale que nous avons utilisée pour 2018, il faut le rappeler, n'a duré qu'1 mois au Parlement. Alors que, depuis que l'honorable Mbosso et son équipe ont aligné la loi Lutundula en session de mars, elle venait de quitter l'Assemblée nationale pour le Sénat, contrairement à ce que Maître Djeri a dit ici, pour seconde lecture au Sénat après 4 mois. C'est déjà un problème. Et cette loi électorale-là, nous devons le voir. Pourquoi? Parce que nous avons fusionné la question de seuil. 1. La question de caution. Et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs questions qui portent à débat, qu'il fallait à tout prix revoir. La question de la CENI maintenant, la réforme de la CENI. Oui, pourquoi? Parce que nous avons voulu voir les souhaits transcendés par nos pères à Sun City lorsque nous décidions que l'organisation des élections soit confiée à des organes indépendants qui du reste c'était une frange de la société civile, mais principalement de la frange confession religieuse. Deuxièmement, nous avons voulu que la CENI soit autonome dans sa gestion pour permettre l'audit de ses finances. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, seul le Parlement ou l'Assemblée nationale ne reçoit que les rapports de gestion. Pas les rapports d'audit financier, les rapports de gestion. Troisièmement, adopter l'attitude ou la posture que nous avons suggérée, mais qui du reste était ouvert à consensus. Je cite, Maître Djeri dit qu'on a ajouté les postes de deuxième vice-président pour que tout le monde se retrouve. Il faut le dire déjà que Lutundula lui-même a suggéré que les 6 qui étaient là restent. Parce que dans les 6 du bureau, l'opposition est également là. La question qui se pose maintenant là, c'est même ce qu'un député a soulevé lors du débat, en rapport avec les chevauchements de compétences entre le premier et le deuxième vice-président du Sénat. Mais j'ai des éléments. Merci. On est presque à la fin. Maître Donald Kabasele, un mot par rapport aux réformes. Vous, l'IDPS, vous ne proposez pas, vous faites que consommer ce que les autres proposent. J'aime bien ta façon de poser la question. Tu dis souvent, vous, l'IDPS. Mais quand tu poses aux autres, ben, tu poses des questions. Voilà, je te comprends. Je ne redoute pas, je suis de l'IDPS. Les entrepreneurs n'ont pas d'argent. Pour une fois, il y a un ministère qui s'occupe de l'entrepreneuriat. Il y a toujours un ministère de PME dans ce pays. Il y a toujours. Est-ce qu'il peut terminer, Maître Jonathan? On est à la fin. Finalement, quand toi tu parles, moi je m'étais. Quand je parle, mais quand moi je parle, voilà. Toi tu veux parler. On est à la fin. Laissez-lui terminer, Maître Jonathan. Évoluez. J'ai dit, je répète, il pense que j'ai oublié quelque chose. Je n'ai rien oublié. J'ai dit que pour une fois, l'entrepreneur est sur le plateau, il sait pourquoi j'insiste. Pour une fois, il y a un ministère qui s'occupe de l'entrepreneuriat. Pour une fois. Je crois que l'entrepreneur va me compléter pour le reste. Je suis d'accord que les entrepreneurs ont toujours de besoins, ils ont besoin d'accompagnement, et il y a un gouvernement pour ça, il y a un ministère pour ça qui peut suivre. Au-delà du plaidoyer tel que fait, formulé souvent par mon ami juste à côté. Quand il parle de l'APLC, il mélange un peu du tout. Ben, je dois lui apprendre que le coordonnateur de l'APLC a été arrêté quand il avait connu cette bêtise. Il avait été relâché. Aujourd'hui, il n'est plus coordonnateur à l'APLC. C'est quelqu'un d'autre. Donc l'état des droits est sur tout le monde. S'il vous plaît. 30 secondes, on est à la fin. Voilà. Sur base de réforme, pour des gens qui partent se coffrer dans une petite salle, sans ventilateur, je ne sais pas dans quel climat, ils vont pondre ce qu'ils ont appelé réflexion. Ils se limitent là. Et pourtant, ils sont députés, ils ont des sénateurs, ils ont tout ça. Ils se limitent dans cette salle, ils parlent. Pour eux, la République démocratique du Congo devrait attendre. Fayulu a dit ceci. Merci. De loin. C'est un député de toute façon. Mais ce député, il a eu le temps de proposer, il n'a rien proposé. De concret. Nous n'avons eu que la loi Lutundula, et cette loi est passée. D'ailleurs, contrairement à la proposition de la Mouka, qui proposait un pléthore au sein du bureau de la CENI, ce qui devrait coûter énormément à la République. Merci. Quand il parle de leur président, merci. Quand il parle de leur
de leur présidence rotative. Ils veulent nous emmener à l'aventure de ce qui se passe chez eux. Merci. Tantôt c'est moi Mouzito, tantôt non c'est Katumbi, non c'est Bemba. C'est ce que vous voyez à la CENI aujourd'hui. C'est la République qui va être sérieux quand on débat de ça n'est fini pour trucs comme aujourd'hui. ça, de toute J'aimerais donner les derniers mots à chaque invité, mais le temps nous fait défaut. Monsieur Mathieu Takizala, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes DG du spécial Autogarage. Merci d'avoir répondu à notre Je invitation. vous remercie. Donc, il y a une urgence à la démocratie du Congo. Nous sommes en période de crise. Merci. Appliquer le métaphore de Merci. Sinon, Merci. la crise est tellement... Merci également de l'autre côté, Maître Joël Kitenge, communicateur de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Jonathan Mbele, vous êtes de la Mouka, très proche de Martin Faye de Mouzitou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Maître Donald Kabassé, le cadre de l'UDP. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, Magazine au Centre TV. PES TV est maintenant sur Canal+. Suivez-nous chaque jour sur notre fréquence 349. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.